Salut les histophiles! Alors, attends, c'est ça ton intro? Quoi? Ça va pas? C'est parce que le mot existe pas, c'est ça? C'est parce que c'est nul surtout. Tu fais un cours, pas un tuto make-up? Pas faux. Je trouverai autre chose. Je pense que c'est mieux. D'ailleurs, on parle de quoi aujourd'hui? Du roi Hugues Capet. Ah, ça me dit quelque chose. Il est devenu roi comment lui? Bah, justement, on y vient. Allons-y! Revenons un peu en arrière. Charlemagne, vous connaissez? Grand barbu, ou plutôt moustachu, selon les sources d'époque. 1m84, roi des Francs, puis empereur d'un immense empire de 1,2 million de km². C'est le petit-fils de Charles Martel, le fondateur de la dynastie des Carolingiens. Alors, une dynastie, c'est une suite de souverains d'une même famille. Ah, mais du coup, c'est pour ça que la dynastie de Charles Martel puis Charlemagne, Carolus Magnus en latin, ça a donné les Carolingiens. C'est ça. Charlemagne, il a eu 3 fils. Et comme le veut la tradition, il envisage de couper son empire en 3 afin que chacun de ses fils en ait un morceau. Mais disons que la chance, si on peut dire, tourne du côté du petit Louis. Parce que ces 2 frangins meurent, ce qui laisse un immense empire pour Louis Ier, qu'on surnommera Louis le Pieux. Ça veut dire le très croyant. Et il paraît qu'à chaque fois qu'il rentrait dans un lieu saint, il se mettait à pleurer. C'est ce qu'on dit. Alors, je te passe les détails. Mais quand c'est au tour des enfants de Louis Ier d'hériter, c'est beaucoup plus le bazar. Oui, parce que sur les 4, il y en a un seul qui meurt. Du coup, baston général, alliance, trahison, réconciliation, tout ça aboutit à la division de l'empire de Grand-Papa Charlie en 3, selon les 3 petits-fils, lors du traité de Verdun en 843. Alors on a la Francia Orientalis à l'est, gouvernée par Louis le Germanique, Lothaire obtient la Lotharingie, qui porte bien son nom, au milieu, et qui finira plus ou moins absorbée par la première d'ailleurs. Et enfin, pour le petit Charles, la Francia Occidentalis, que certains qualifient d'ancêtre de la France d'aujourd'hui. Alors, on va pas s'amuser à décrire les 1 siècle et demi qui suivent, mais on va résumer très rapidement. Louis Ier le Pieux, Charles II le Chauve, Louis II, Louis III et Carloman II, qui règnent ensemble, puis sans descendance leur succède un fils de Louis le Germanique, Charles le Gros. Et en parallèle de ça, on a un comte qui s'appelle Robert le Fort. Robert le Fort? Oui, remarque, ça fait plus chevalier que Johnny le Fort. N'empêche que je suis une légende. Bébert le Costaud, il s'arrange pour être bien pote avec Charles II le Chauve, et en même temps sa famille elle se distingue bien en luttant contre les Vikings qui font des incursions en Normandie. Il a tellement d'influence que quand Charles le Gros meurt sans héritier, il parvient à faire élire un de ses fils, Eudes, comme roi des Francs, ce qui met une pause dans la lignée de Charlemagne. Oh, ça pue pour les Carolingiens là, non? Un peu. Les Carolingiens et les Robertiens, ils alternent sur le trône. Un des petits-fils de Robert, Hugues le Grand, lui, il n'est pas nommé roi, mais il reste toujours très proche de la royauté. Et quand le dernier Carolingien est écarté du trône, c'est un de ses fils, Hugues Capet, qui va être élu roi par une assemblée de grands seigneurs, et il est sacré roi en 987 par l'archevêque de Reims. Now come the days of the king. Attends, Louis le Pieux, je veux bien. Charles le Chauve, Charles le Gros, ok, je saisis. Mais Hugues Capet, Capet, ça veut dire quoi? Alors ce serait un surnom dû au fait que, en plus d'être très croyant, il était l'abbé laïque de Saint-Martin de Tours. Et à Saint-Martin de Tours était conservée une relique de Saint-Martin, son demi-manteau, la capa en latin. C'est leur truc d'être très croyants les rois francs, non? Et là où il est malin, Hugues Capet, c'est que là où les rois des Francs jusque-là ils étaient élus par les grands seigneurs, lui il fait sacrer son fils, Robert II, de son vivant. Donc comme ça il s'assure qu'il devienne roi à sa mort. Ah, comme ça il crée une nouvelle dynastie, les Capétiens. Exactement. Bon, Hugues, c'est pas Mufasa non plus, hein. Il est seigneur d'un tout petit morceau du royaume, au final, qu'on appelle le domaine royal. C'est ce qui est en bleu là. Ce n'est qu'une petite partie, le reste du royaume appartient à des grands seigneurs, qui ont de grands territoires. En réalité, le roi des Francs, c'est un peu comme le seigneur des seigneurs. C'est un personnage un peu surnaturel, il aurait reçu son pouvoir de Dieu. Du coup, si personne ne conteste réellement son pouvoir, sa puissance c'est autre chose. Les grands seigneurs du royaume sont souvent plus puissants que lui, militairement, financièrement et territorialement. Attends, tout ça pour ça? Bah oui.
Mais ça, c'était un petit peu prévu. Hugues Capet, il a aussi été choisi par les grands seigneurs parce qu'il ne représentait pas réellement une grande menace pour eux et leur pouvoir. Le challenge pour les Capétiens, ensuite, ça va être de renforcer leur autorité, de renforcer la monarchie, en affirmant leur pouvoir face à ces grands seigneurs, quitte à les affaiblir aussi au passage. Mais on s'occupera de ça plus tard. Ça suffira pour aujourd'hui. Oh là là, quel suspense intenable! Oh, ça va. Le prochain cours sur le Moyen-Âge, on va parler de Philippe Auguste et on va parler de baston. Ça te va? Ah, là tu m'intéresses. Je vais me refaire l'intégrale du Seigneur des Anneaux, moi. Attends-moi, j'ai la version longue.